Merci. C'est en tant qu'architecte que je vais intervenir, c'est-à-dire ce personnage qui arrive sur un édifice et qui est souvent en mauvais état et qui doit, a priori, quand il part, avoir remis un édifice dans un meilleur état ou dans un très bon état. Et pour ce faire, il faut qu'on connaisse parfaitement les matériaux de l'édifice en question. Alors pour connaître ce matériau, il faut le regarder. On va très rapidement regarder comment on le fabrique en vous disant ce qui va et ce qui ne va pas dans la fabrication, sans revenir sur tout ce qui a été dit ce matin. Dans un deuxième temps, les altérations qu'on peut y voir et les analyses que j'ai pu essayer de faire pour mieux comprendre de manière pragmatique ce qu'il faut faire sur un bâtiment. Et dans un troisième temps, on examinera quelques restaurations de briques dans un rayon de 50 km autour de Toulouse, pas plus. Et je pense que j'aurais pu choisir n'importe quel autre pays de briques, on aurait eu exactement la même démonstration. Il ne faut jamais perdre de vue que, contrairement à la pierre, la brique est fabriquée, et c'est le fruit du travail de l'homme, qui a su conjuguer, et c'est très symbolique, l'air, la terre, l'eau pour la cuire, et le feu pour la cuire, et l'air, etc. Donc ces quatre éléments, ça fait que le matériau est très symbolique du travail de l'homme. Et ça, dans toutes les civilisations. On peut regarder ça en Égypte, on peut regarder ça dans l'Extrême-Orient, etc. Dans la Bible. Et nous verrons que ça a généré des cultures très différentes des contrées de pierre. Et cela doit donc nous convaincre, nous, restaurateurs, de la nécessité de s'imprégner de la culture particulière qui ont fait que ces gens-là ont fait de la brique et non pas de la pierre. À toutes les époques, les bons maîtres d'ouvrage, il faut s'en convaincre, ont été distingués parce qu'ils utilisaient de bons matériaux et qu'ils savaient les trier et les refuser quand ils n'étaient pas bons. Il y a par exemple Viollet-le-Duc qui rapporte qu'un jour il était sur un chantier et il dit à l'entreprise, ces briques, voici ces briques que vous ne laisserez pas employer, voyez comme elles sont gercées, ces points blancs ce sont des parcelles de calcaire que le feu a converti en chaux, et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Vous aurez soin avant de laisser employer les briques de les bien faire mouiller, très important. Celles qui contiennent des parties de chaux tomberont en morceaux et par conséquent ne seront pas mises en œuvre. L'entrepreneur dit c'est pas de ma faute, c'est la brique, c'est la faute du chaufournier. Viollet-le-Duc lui dit c'est à vous, si vous fournissez les briques, c'est à vous d'amener des bonnes briques. Donc ça c'est très très important quand on parle de briques, de surveiller les briques qui arrivent sur le chantier. Bon, on ne parlera pas de Vitruve, de Brunelleschi, de Van der Rohe, qui déclarait par exemple une brique, c'est réellement quelque chose. C'est réellement un matériau pour la construction et pour une architecture de papier. Ce genre de choses est intéressant de savoir que tous les grands architectes ont eu un rapport très intéressant avec la brique, avec leurs matériaux et notamment avec la brique. Je voudrais tout d'abord signaler aussi que la brique a été utilisée soit en structure, on l'a vu toute la matinée, soit en remplissage, soit en pot. Et on comprendra que toutes ces fonctions différentes ont induit des fabrications différentes et des mises en œuvre particulières. Et de ce fait, les briques de fondation sont forcément différentes de celles qui recouvrent les dômes des mosquées d'Ispahan. Et enfin, je voudrais aussi souligner en préalable que dans une maçonnerie de briques, contrairement à une maçonnerie de pierre, le joint a une importance quantitative et donc visuelle énorme. Souvent, certains murs en briques, il y a presque 30% de mortier et d'enduit et de joint.
Donc quand on parle de la brique, il faut parler aussi du joint. Et faire des bons joints pour que la brique vive bien. Alors rapidement, on va peut-être, je vais vous repasser des photos que vous avez vues déjà ce matin. Donc ça c'est rapidement, vous l'avez vu, je vous le répète pas trop. Il y a le gars qui fait la pâte, je dirais, et qui a déjà foulé la chose, qui donne la brique et qui la porte dans l'atelier. Et la brique, à partir de ce moment-là, est posée sur du sable pour qu'on puisse la décoller. Donc, pourquoi il y a de sable sur la brique? C'est parce qu'effectivement, il faut la transporter. Ensuite, on le passe sur la table de moule, et puis on va la faire sécher. Je passe rapidement, puisqu'on a vu tout ça. Je vous montre une carrière traditionnelle qui fonctionne encore, et vous comprendrez pourquoi il faut que le gars qui prend la terre sache qu'il ne faut pas y laisser des grains de chaux, comme disait Viollet-le-Duc tout à l'heure. Donc il faut un gars très spécialisé qui ramasse là. Ça c'est le gars qui prépare sa tuile, mais je passe. Voilà. Et ça c'est la mise en moule. Je vous montre plutôt ça. Alors c'est le bonhomme qui a son cadre en bois. Et ça, c'est un moment très important parce que c'est lui qui doit très bien tasser la brique, qui doit remplir complètement le moule, avoir des paraments supérieurs et inférieurs très réguliers pour que la brique évolue bien à la cuisson et que ne soit pas rempli de trous. Donc voilà. Et donc ça, quand on voit une brique comme ça fabriquée, on se rend tout de suite compte si les briques ensuite vont être bien bonnes ou pas. Ça, c'est le séchage. Bon, il faut les laisser à l'air libre, vertical, pour qu'elles sèchent de manière symétrique et qu'il n'y ait pas déjà de déformation à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vous montre un four qui est, on l'a vu tout à l'heure, il a pratiquement les mêmes photos, même dessin, avec le foyer, puis les briques. Et on comprend tout de suite, quand on voit un four comme ça, et ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est que dans ce four-là, il va y avoir des briques bien cuites, mal cuites, plus cuites, très cuites. Et que ça, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. La cuisson, ça a toujours été quelque chose de magique. Aujourd'hui, on le comprend mieux parce qu'on sait exactement ce qui se passe. C'est pas chimique d'ailleurs, c'est physique, mais ça avait une chose très 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 symbolique. Donc, on ne peut pas sortir de cette affaire sans penser aux gens qui faisaient la brique et qui l'utilisaient. Et ce que ça représentait pour eux. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, pardon, excusez-moi. Je ne suis plus là. Voilà. Au Gujarat, on a toujours les mêmes choses. En Inde, vous avez l'endroit où on tire la terre, les gens qui habitent sur place, et tout à fait à droite, le four dont on vous a parlé, qu'on a vu déjà tout à l'heure. On a vu ce genre de four tout à l'heure. Alors la cuisson était par essence inégale. Ce qui entraînait des fissures, des colorations bizarres. On a là aussi parlé tout à l'heure. Vous voyez en bas les dessins qui sont faits par la pose des briques les unes par rapport aux autres, etc., etc. Et ce phénomène était quasiment permanent vu la difficulté de pouvoir surveiller les fours. Ce problème de la cuisson est majeur pour la tenue des briques dans le temps et pour aboutir à une maçonnerie homogène et résistante aux intempéries. Et à ce sujet, je souligne jusqu'à une époque récente, la cuisson constituait la majeure partie du coût de la brique. Premièrement, le bois provenait de forêts de plus en plus éloignées des centrales de consommation importantes, plus la brique a été utilisée.
C'est ce qui s'est passé au XVIIe et XVIIIe siècle. Deuxièmement, il faut savoir que dans un four à bois, il faut autant de bois pour passer de 0 à environ 830 degrés ou quelque chose comme ça, que pour passer de cette température-là à 900 degrés. On comprend donc tout de suite que le problème de la cuisson est économique et qui va déterminer beaucoup de choses dans la tête des gens qui vont construire. Et en parallèle, il faut mettre en face, ce dont je parlais à l'instant, c'est la difficulté de surveiller ce qui se passe dans un four. Et donc, si effectivement, vous voulez avoir des très bonnes briques, régulières, résistantes, ces briques-là vont être 5, 6, 7 fois plus chères que les autres. Et ce paramètre-là va forcément engendrer une réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire avec les briques qui sont moins bonnes ? Et puis, quand on n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Question qu'on a toujours aujourd'hui. Voilà. Alors, bien sûr, tout ça, ça faisait beaucoup de rebuts. Et quand on enlève, par exemple, dans cette ancienne église romane, il y a eu les pilastres qui ont été démontés. Et on s'aperçoit qu'à l'intérieur du mur, on a mis les incuits, etc., etc. Sachant qu'à côté, il y a aussi des incuits. Mais là, parce que c'était effectivement certainement enduit, on en voit les vestiges. Voilà, ça, je pense que le problème du coût, c'est quelque chose de très important et qui a pris une grande importance, surtout à partir du XVIe, XVIIe siècle. Avant, on avait le temps. Avant, la main-d'œuvre coûtait moins cher. Voilà, donc je pense qu'il faut bien avoir ce problème du coût en tête. Il faut être pragmatique. Les altérations, on va vite passer, mais je pense que ce serait intéressant de comparer 2 ou 3 exemples. Ça, c'est un édifice qui est à Montauban, donc à 50 km de Toulouse, du XIXe siècle. Et vous voyez ici le phénomène de ce qu'on appelle la frange de battement avec la zone qui est ici, qui est toujours humide. Une zone qui est ici, oui, qui est toujours humide, pardon. Une zone qui est en partie humide et en partie sèche. Et une zone qui reste toujours sèche. Dans cette partie-là, celle-là, il y a cette différence entre l'été et l'hiver, entre les saisons, ce qui fait qu'il y a alternance de dissécation et d'humidification en fonction des saisons, donc, et de fait, les sels amenés par les remontées d'humidité qui sont contenus sont alternativement solubilisés et cristallisés. Et vous l'avez là un des phénomènes majeurs de destruction de la brique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on compare ce mur du XIXe siècle avec ce mur de Pompéi qui a été dégagé pratiquement au milieu du XIXe siècle, vous avez exactement les mêmes choses. En dessous, c'est humide, la zone de battement, et puis en dessous, c'est à nouveau en bon état. Les deux ont derrière des talus en oblique, ce qui explique que c'est cette zone-là qui est sèche et l'autre. Donc ça, c'est le premier élément quand vous arrivez sur un bâtiment, c'est d'essayer de combattre ce phénomène. Donc le phénomène, il faut arriver à couper les arrivées d'eau, à enlever les eaux qui rejaillissent, etc., etc. Pardon. Alors, on retrouve le même phénomène dans cette maison qui est, je crois, qui est à Moulins, et qui c'est la partie basse. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, ce phénomène des remontées d'humidité a touché, bien sûr, les briques moins cuites, alors que les surcuites n'ont pas branché. Alors, il y a plein d'autres altérations, mais je ne parle pas de l'eau et du gel. Hein. Ça, c'est un tuyau de descente qui est percé. Avec le gel qu'il y a dans la région, les briques partent très vite. Il y a les joints. Alors, je vous parlais de l'importance des joints. Dans cette briqueterie, tous les joints qui sont côté ouest ont été attaqués par les pluies. Et je dirais que ça, c'est très difficile à restaurer.
parce qu'il faudrait redresser la cheminée, donc il faut se dépêcher pour pas que ça continue. Alors, vous voyez les problèmes devant lesquels on peut se trouver quand on est architecte, hein. C'est pas du tout évident. Le phénomène, alors ça c'est intéressant parce que c'est l'apport de briques de récupération qui est parfois très néfaste. Là on croit que les matériaux anciens sont toujours bons, c'est pas le cas. On a bouché la fenêtre avec des briques de mauvaise qualité et qui ont refilé la maladie dans les bâtiments, dans les matériaux qui sont autour, y compris la pierre. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi? Les courants d'air. Alors les courants d'air, toutes les maçonneries sont fragiles, mais les courants d'air dans un bâtiment de briques, alors c'est intéressant cette photo parce que c'est les joints qui ont été les plus attaqués. Les briques étant bonnes, c'est un bâtiment médiéval qui est de bonne qualité, les briques de bonne qualité. Et les joints, c'est par les joints que se sont faits les échanges, et c'est dans les joints que la dégradation sont les plus importantes. Et à ce sujet, je dois dire qu'il faut faire attention. Quand on refait des joints comme ça, il faut les faire à la chaux, pas au ciment, de manière à ce que les échanges continuent à se faire de manière privilégiée par les joints, sachant que c'est beaucoup moins coûteux de refaire des joints de temps en temps que de changer les briques. Là, il y a ce que j'ai fait d'ailleurs, il y a une solution facile, c'est on met un volet avec des ventilations qui se font quand même encore légèrement, mais qui ne sont pas aussi nocives que quand la fenêtre est ouverte. Et puis il y a des altérations qui sont dues à la bêtise, c'est-à-dire qu'ici on a sur ce mur, on a sablé inconsidérément et on a fait des trous par lesquels entrent à la fois l'eau et les petites araignées, ce qui fait un effet déplorable. Donc, vous avez tout un tas la liste est encore longue, et j'arrête là. Alors, quand j'ai commencé, ce que je disais tout à l'heure, il y a bientôt 50 ans, l'un des premiers édifices que j'ai eu, c'est le musée Ingres à Montauban, qui est un édifice qui venait d'être restauré, ou plutôt on avait enlevé les enduits qui étaient en très mauvais état, et les enduits qui étaient à l'évidence, qui cachaient les briques dont je parlais tout à l'heure, celles qui sont surcuites, celles qui sont moins cuites, c'est-à-dire celles qui sont foncées et celles les plus claires. Et il n'y avait que le chaînage qui était visible et l'encadrement de la porte que vous voyez à droite. Il faut dire que et c'est un peu moins vrai qu'aujourd'hui, mais qu'il y a 50 ans, on sortait d'une période de deux guerres et dans notre guerre où les édifices n'avaient pas du tout été restaurés et que les enduits, qui sont des ouvrages qui durent qu'un certain temps, étaient en très mauvais état. Et on avait des édifices qui étaient lamentables. Et donc la première réaction quand on ne réfléchit pas, c'est d'enlever les enduits, donner un coup de brosse, et puis on avait ce résultat, ce qui était mieux qu'avant. Mais on n'avait rien compris à ce qui se passait. Et quand je suis arrivé là, je me suis posé la question, mais pourquoi les briques claires, rouges, commencent à poudroyer? C'est des questions que je me suis posées. Et puis, quand on va en Hampton Court, on retrouve à l'intérieur ce genre de briques superbes, bien faites, un beau joint. Mais pourquoi il y en a 2 ou 3 ou 4 qui sont en train de partir, poudroyer et disparaître? Alors ça m'a posé une question importante. Et l'observation des multiples parements, la peau des édifices en briques, m'a permis de mieux appréhender petit à petit le problème de la richesse et de la mise en œuvre qu'a suscité ce matériau. Je démarrais, je n'avais jamais vu une brique de près. Je crois qu'il faut se dire qu'il y a des gens qui en ont parlé, comme le philosophe Huyghe, qui opposait les contrées de pierre et les contrées de briques. Et il disait que dans l'architecture de pierre, c'est une architecture beaucoup plus acérée, beaucoup plus nette, et que dans celle des contrées de terre, elle était plus molle, plus douce. Et je pense que
à côté de cette problématique de la forme, la contrainte de la brique, du matériau, bien cuit, mal cuit, etc., est au moins aussi importante que cette culture de la forme. Et tout cela a généré ce que j'appellerais la culture de l'apparence. Sachant que, à part ce qu'on a vu tout à l'heure avec des briques peintes, etc., la seule façon de protéger une brique de manière assez efficace, c'est de la restaurer ou d'y mettre de la chaux. Donc, problème de culture de l'apparence, la chaux, et voilà, on est au cœur du problème. Et pourquoi ça serait la plus répandue quand on y réfléchit? C'est qu'on met de la chaux sur une brique légèrement incuite, sur laquelle il y a des incuits. La chaux et les incuits, ça forme de la chaux hydraulique, qui font que la brique est légèrement plus étanche. Et que, si on y réfléchit encore plus, c'est que quand on passe de la chaux sur le joint qui est à la chaux, on ne bouge pas la qualité du joint qui fait les échanges. Donc, passer un coup de chaux sur un mur en brique, c'est quelque chose de très positif. Ça, c'est une peinture de Vermeer, je connaissais, avec l'échelage des bâtiments des Pays-Bas, je crois que c'est Amsterdam, en brique. C'est pas pour rien. Hein. Donc, alors, les sels peuvent arriver dans la chaux, on donne un coup de brosse, puis on recommence. L'entretien et tout. Et puis au-dessus, ça se débrouille beaucoup plus facilement dès qu'il n'y a que la pluie qui touche les briques. Et puis cette culture de l'apparence, c'est comme au Redemptor, je crois que c'est le Redemptor à Venise. Vous voyez très bien que dans les parties hautes, très vulnérables, il y a l'air sale marin, il y a les pluies, on ne peut pas y revenir très, très souvent. On a traité les parements avec ce genre de choses. Alors que dans les parties basses, c'est moins visible, on a laissé ça à l'état brut, d'autant qu'il y a des grands avant-toits qui protègent la brique. Donc ça, on ne s'est pas enquéri de faire une restauration et une présentation des parties basses. Culture, hein, voilà, c'est très, très clair. Et puis, vous avez vu tout à l'heure ce que je disais sur les briques losangées. Vous avez dans ce mur, qui est lui aussi à moulin, on a protégé le mur qui était avec des briques toutes simples, uniformes. On a fait ce décor avec des enduits à la chaux, teintés noirs et teintés briques. Voilà, donc la culture de l'apparence, ça, il paraît très important. Mais alors, au moment où on va restaurer ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je me suis posé la question. Et j'étais en train de restaurer la cathédrale de Toulouse, il y a déjà, 30 ans, facile. Et j'ai décidé, avec le Centre technique des tuiles et briques, d'analyser un petit peu les briques de Toulouse, de manière à savoir, de murs que j'étais en train de restaurer, de manière à savoir pourquoi il y a de bonnes briques, pourquoi il y en a de mauvaises, pourquoi il y en a qui vieillissent, etc. Alors voilà comment on a procédé. Et ça, c'était juste après le colloque de Venise de 89 sur El Matone de Venise, où il y a déjà beaucoup d'analyses qui ont été faites sur la teneur, la structure interne de la brique, plus ou moins. On a vu tout à l'heure de photos, l'intérieur de la brique plus ou moins vitrifié. Alors voilà comment on a procédé pour Toulouse. J'ai choisi de faire analyser des briques provenant de même mur. J'ai demandé aussi à un entrepreneur de prélever des briques, des très bonnes pour lui, des moyennes, et puis telles qui commençaient à être douteuses. Donc on les a numérotées, on les a mélangées, on a envoyé ça au laboratoire. Et c'est très intéressant parce que le laboratoire, vous verrez, a analysé, il y a 4, 5 ou 6 analyses importantes qui ont été faites. La première, c'est la perte au feu, c'est-à-dire qu'on fait cuire la brique
Ça l'a fait passer à 900 degrés et des poussières, de manière à ce qu'on sache exactement si elle était bien cuite ou pas. Et donc, la différence de poids, ça va être soit une perte en eau, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été complètement cuite, soit une perte en sel soluble. Et cette analyse qui a montré que si on perd 1%, la brique est bonne. Mais au-delà, on ne sait pas trop si elle était incuite ou s'il y a d'autres phénomènes qui sont arrivés. La deuxième analyse, ça a été la thermodilatométrie, c'est-à-dire qu'on la chauffe et puis on voit la modification de dimension. Et on est arrivé pratiquement à la même conclusion que la première analyse. Et même chose, on a cherché les sels avec macération, on analyse les sels et là aussi, on a trouvé effectivement qu'il y avait une corrélation avec les deux études précédentes. Sachant que chaque fois qu'on a récupéré les poudres de surface, il y avait beaucoup plus de sel dedans. Ensuite, il y a eu le contrôle de la résistance à l'abrasion, c'est-à-dire avec la machine de capot, avec une roulette, on fait une raie, et plus la brique est faible, plus la raie est longue. Voilà. Et cette expérience a donné des résultats assez contradictoires et qu'on n'a pas très bien compris, si ce n'est que c'est parce qu'il y a encore des cailloux dans la brique, etc., qu'elle peut casser ou pas casser. Et la contrôle de résistance au gel, qui a été très déterminante, avec 25 cycles de gel, 48 heures d'immersion, 24 heures de gel. Et ensuite, on est arrivé à voir que la brique était très homogène. Toutes ces analyses ont montré que dans ce même mur, la brique était très homogène avec la terre, plutôt, était très homogène, et que les différences, c'était le problème de feu, de cuisson. Alors, dans sa conclusion, donc, le laboratoire, et c'est très intéressant, a dit que les briques les plus claires d'une maçonnerie, puisque c'était la même terre, provenant d'une même terre, c'était les moins cuites. Donc, on sait que les briques les plus claires sont les moins cuites. Et ça, c'est une analyse qui permet de beaucoup plus facilement ausculter un mur, je dirais. Que le tri réalisé par l'entreprise compétente était très intéressant, parce qu'à 90%, il rejoignait les analyses. 90%, peut-être même plus. Donc, si on veut faire une bonne restauration, il faut avoir une bonne entreprise qui connaisse la brique. Et puis, il faut surveiller les arrivées de briques qui vont remplacer. Voilà, ça c'est très intéressant, pragmatique. Et alors maintenant, on peut faire des ratés. Je dis à 90%, bon, si il y a encore, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, on remplacera encore 2-3 briques. Voilà. Donc là, je vais maintenant essayer de vous montrer quelques exemples de restauration. Je m'arrêterai si je vais trop loin. Et donc, je vais partir à Toulouse, depuis l'amphithéâtre romain jusqu'au début du XXe siècle. Quelques exemples. Alors, l'amphithéâtre romain, alors malheureusement, la photo n'est pas très bonne pour montrer ce que je veux, mais les joints étaient en biais à 45 degrés et rentraient dans la brique. C'est-à-dire que le vide, le mur, et les briques étaient comme ça. C'est-à-dire que le joint était... On ne le voit pas pas bien. Le joint était comme si on voulait faire rentrer l'eau dans le mur. En réalité, on a vu tout à l'heure des photos d'architecture romaine. C'était des murs qui étaient faits pour recevoir des enduits très épais. Et ces petites étagères qui étaient faites dans les joints permettaient de bien tenir l'enduit. Et je vous disais l'importance des joints. Voilà. Donc, un exemple de joint qui était fait pour que le mur tienne longtemps. Là, je vous montre Saint-Cernin, on en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir que cette église était enduite à l'époque romane.
Hein, donc on sait très bien que voilà, et que c'est Viollet-le-Duc qui l'a déshabillé sans trop savoir ce qu'il faisait, je pense. Hein, quand on relit un peu ce qu'il a dit et quand on relit ce que mon confrère Boiret a fait une fois qu'il a restauré la restauration de Viollet-le-Duc. Et dans cette petite église romane, ou 13e plutôt, fin 13e, derrière des bâtiments qui venaient d'être enlevés, on retrouve effectivement ces mêmes éléments en briques. Les parties, ça a été très modifié, les parties en haut sont 19e, les parties en bas ont été reprises, mais la brique qui a été mise à partir du XIIIe siècle était enduite. Alors, à l'intérieur des églises, j'aurais pu vous montrer Saint-Cernin, mais on a vu tout à l'heure des églises romanes peintes. Dans le pays toulousain, on s'est beaucoup préoccupé de la manière dont une brique non taillée pour que les joints soient égaux quand il y en a un arc, hein, pour que les joints soient rectilignes et de même épaisseur, on a beaucoup utilisé tout un tas de subterfuges, notamment celui-là, où on a fait des joints assez larges avec ces petites arcatures qui font que visuellement, la brique et les joints apparaissent parallèles. Voilà. Donc, alors ça se restaure, quand on a la chance d'en avoir encore, une petite église à 30 km au sud de Toulouse, ben ça se restaure avec un maçon, certes, mais surtout un peintre restaurateur. Alors, on a vu tout à l'heure Albi, cette église qui fait des photos absolument extraordinaires. Ça, c'est pas de moi, donc je peux le dire. C'est une église, à l'évidence, qui a été faite pour être en briques et vue en briques. Il n'y a jamais rien eu dessus. Et pourquoi? Parce qu'on avait... c'était dans une époque où on n'avait pas une construction à faire gigantesque. La ville était relativement petite. L'essentiel du travail, c'était la cathédrale et peut-être le palais épiscopal par la suite, et qu'on avait le temps de faire les briques et de bien les faire cuire, sachant qu'il y avait les forêts qui étaient certainement tout près. À la même époque, à Toulouse, on est sur le donjon du Capitole, un peu plus tard, fin 15e. Et quand j'ai eu à restaurer cet édifice, je suis tombé sur ces joints, j'ai regardé, et c'est Viollet-le-Duc qui était passé par là, et je me suis dit, c'est encore lui qui a modifié les choses, c'est lui qui a fait ces joints. Et Queneni, il a absolument repris et restauré les joints tels qu'ils étaient, parce que j'ai retrouvé les mêmes sous une couverture qui n'avait pas été touchée. Donc vous vous rendez compte là alors je parlais de l'importance des joints, hein, c'était presque 50-50, et qui sont là faits pour régulariser ou apporter autre chose qu'un mur de grange dont les joints sont faits ni à faire. Avec tout un souci d'accrocher la lumière. Et ça c'est une chose qui va être régulier pendant très longtemps. Et vous comprenez que là, si on refait des joints au ciment, c'est une catastrophe pour le mur. Donc les joints au ciment ont cette particularité qu'il y a du retrait systématique et qu'à ce moment-là, l'eau rentre et qu'elle ne peut plus ressortir que par les briques ou par l'intérieur. Ah, ça, c'est un clocher d'église à Muret, à 20 km au sud de Toulouse, qui avait été restauré au 19e, sans que les pierres soient restaurées, où il y avait eu des déposes et des reposes de briques. Et en auscultant le mur, en regardant bien, je me suis rendu compte que les briques qui avaient été mises pour restauration avaient été taillées, cuites. Et qu'en regardant le mur, je me suis rendu compte que, en fait, à l'origine, les briques avaient été mises en forme avant cuisson. Donc, qui avaient gardé in situ leur peau de cuisson et qui était beaucoup plus résistante. Donc, pour la restauration, on est reparti en faisant ça, c'est-à-dire qu'on a pris une planche, on a découpé cette forme-là, et avec un fil à couper le beurre, on a découpé les briques
non cuites, et elles sont très bien confortées dans le four. Et au total, on s'est rendu compte que c'était pas plus cher que d'avoir taillé à grand-peine avec du bruit et de la poussière les briques comme on faisait il y a encore 50 ans. Alors, je vous montre ce bâtiment. Alors, on s'approche à la fin de la période médiévale où la brique a généré des formes extrêmement intéressantes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait l'art Mudéjar qui se développait en Espagne, avec des formes relativement similaires et qui a vraisemblablement eu des influences tout à fait intéressantes, ce qui fait que plutôt que de faire comme dans la période précédente des arcs en ayant des briques ou des joints qui étaient plus ou moins gros en queue de billard, là on monte très très rapidement une voûte en mitre et la brique est parfaitement utilisable. Certainement enduit, il y avait des restes manifestes. Il reste encore des têtes d'architecture du côté en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées, avec des parties très peintes, mais dans des régions où le climat est beaucoup plus clément. Donc ça, restaurer aujourd'hui un bâtiment comme ça, et on va le réenduire. J'ai réenduit certaines choses en bas, mais là, j'ai pas encore touché. C'est pas moi qui le ferai, mais c'est un de mes successeurs qui aura à réfléchir à la question. Alors, dans le même temps, à l'intérieur, nous sommes au Jacobin, voilà ce qu'on faisait comme décor. Et vous revoyez d'ailleurs les petits décors en arc de cercle, etc. Et qu'est-ce qu'on représente? De la pierre ou du marbre, mais pas de briques. Alors ça rejoint à un moment donné où les édifices étaient complètement en briques à l'extérieur. À l'intérieur, on s'éloignait de ça et on faisait de la fausse pierre ou du décor, etc. Voilà, donc là, on va quitter j'ai un peu de temps encore, oui. On va quitter l'époque médiévale et on va... ça, c'est l'hôtel de la César. Quand j'ai pris la restauration de l'hôtel de la César, qui fait un certain temps déjà, 30 ans, voilà, j'ai retrouvé des photos où on voyait très très bien qu'il y avait des enduits ici encore, sous les voilà, vous avez des traces d'enduits importantes. Et donc, je me suis posé la question, comme entre-temps il avait été restauré, qu'on voyait toutes les briques hors les colonnes et les chapiteaux, je me suis posé la question de comment c'était fait. Et j'ai fait un calepin, et briques et pierre, et je me suis rendu compte très rapidement que partout où il y avait de la brique et de la pierre, mais de la brique, c'était hors ou pratiquement hors toutes les moulures, et que l'architecte qui était Nicolas Bachelier, qui connaissait parfaitement l'architecture romaine, qui a dessiné ça au même moment où l'on dessinait la cour du Louvre, ou à peu près la cour du Louvre à Paris, faisait, lui, une architecture en pierre. Et que, effectivement, il a fait un projet avec des briques enduites. Et il en restait encore quelques témoins. Alors ça, c'était un projet qui était passé en commission supérieure avec un avis très favorable. On refait les enduits. Et je finis mon projet, ça passe à la conservation, et puis on présente ça aux gens qui habitaient l'hôtel de la César, c'est les académies des sciences, des arts, des d'histoire, et ça a été une levée de bouclier digne des Gilets jaunes, et on n'a pas pu, à ce moment-là, faire le projet. Donc ça rejoint un peu toute cette idée de Toulouse-Ville-Rose, vous voyez, donc on était en pleine Toulouse-Ville-Rose, et je n'ai pas pu faire ça. Et donc on s'est rabattu sur un voile, voilà, de manière à ce qu'on puisse lire l'architecture. On perçoit encore la brique, mais on peut lire l'architecture telle que voulue par le père Nicolas Bachelier. Voilà, donc, et ça a vieilli. Hein, c'est une photo qui est déjà un peu ancienne. J'aurais pu vous montrer une photo actuellement. La chose part petit à petit. Voilà.
Donc il faudrait s'y repencher. Par contre, j'avais réussi ici à faire un enduit que j'ai arrêté parce que c'était l'émeute. Voilà. Donc, j'ai poursuivi. Alors, vous voyez la façade juste à droite, la façade telle qu'elle était avant, la restauration, voilà. Et on a poursuivi par les deux ailes, celle-là et puis celle qui est sur la gauche. Et en étudiant l'étage, on s'est rendu compte que cet étage, c'était complètement faux. C'était de la fausse pierre et de la fausse... non, ça, c'était la pierre, mais ici, c'est la fausse brique. Et ça, ici, c'est de la brique, mais peinte en pierre. C'est assez subtil. Et donc, 16e siècle, hein, c'est intéressant. Alors, on a restauré cette chose-là. Voilà, et vous allez en revoir tout à l'heure, d'ailleurs, la même chose. Et puis, j'ai restitué des couleurs fausse pierre dans les moulures. Voilà. Toujours dans le même bâtiment. Alors ça, c'est le fils de Nicolas Bachelier, Dominique Bachelier, qui a fait ça 25 ans après, parce que Fermat était parti. Il était protestant, il était parti pendant les désordres. Il était revenu 25 ans après. C'est son fils qui a pris le relais. Et le même fils a fait faire cette coursière absolument superbe. Donc ça, c'est en bois au-dessus, et avec là, à l'évidence, des matériaux de bien plus belle qualité, pierre, brique, et là il y a un jeu pierre, brique, 17e, 16e, bien avant le 17e. Donc déjà à cette époque-là, sur le même bâtiment, 20 ans, vous avez des briques qui étaient cachées, des briques qui étaient complètement avec des faux joints, et puis des briques et des pierres qui étaient faites pour être vues. Voilà. Donc ça, c'est 25 ans de boulot, quoi. Donc quand on arrive sur un édifice, on est toujours très perdu. Voilà, donc ce qui est intéressant, une fois qu'on a vu l'hôtel d'Acézat, c'est qu'on aille au château de la Réole, qui est à 30 km, qui est un château brique et pierre, fait par le même architecte, Dominique Bachelier, le fils, en 10 ans. C'est un propriétaire qui voulait certainement mettre plein la vue à son entourage. Faire un château comme ça en 10 ans, c'était un record. Et vous voyez, avec des briques et des pierres qui étaient ici, vous les avez, qui n'étaient pas en très très bon état. Voilà. Et bon, on a regardé ça, etc. Bon, c'est briques et pierres, oui, voilà, c'est très bien. Mais quand on regarde... Ah, pardon, elle est à l'envers. Bon, il faut pencher la tête soit à droite, soit à gauche. Quand on regarde bien les choses, l'ensemble du parement, et ça c'est un endroit qui était abrité sous une aile qui était une aile plus basse qui est arrivée ensuite, on s'aperçoit que tout était enduit avec des fausses pierres et des fausses briques. Voilà. Donc ça, c'est, je vous disais, la culture de l'apparence, on y est en plein. Et ça au 16e, hein, déjà. Donc là, et c'est le même qui a fait l'hôtel d'Acézat. Vous voyez, le gars qui a en même temps fait tout un mur fausse brique, ensuite qui a fait des briques et pierres, et puis là qui a fait tout enduit avec de la pierre et de la brique. Alors ça a été restauré plusieurs fois. Donc vous avez, au niveau du travail, c'est on enduit les briques et on les peint, et ensuite on fait les joints blancs et la pierre. Donc quand on a restauré, on avait déjà là fait des éclaboussures avec de la peinture rouge, et par-dessus on a refait et vous voyez qu'il y a plusieurs couches. Hein. Donc c'est quelque chose qui est resté assez longtemps, et je ne sais pas jusqu'à quand. Ça, il n'y a pas de texte qui nous permette. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir que c'est une complexité extraordinaire, et chaque fois, c'est une grande logique. 3 minutes. Bon, donc je passe là. Voilà. Il a fait la même coursière que là-bas, mais un peu moins belle, avec des moins matériaux, donc il y a un peu d'enduit. Là, j'arrive à la place nationale à Montauban. Quand je suis arrivé, je ne comprenais pas ce qu'il y avait, pourquoi ces enduits. Voilà. Et c'est un jour, en regardant le mur, par chance avec cette lumière, que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre les briques d'encadrement et les autres, briques d'encadrement de très bonne qualité, les autres non, et que tout ça c'était fait pour
Le petit décalage était fait pour accrocher une bande d'enduit qui permettait de faire le passage visuel entre les bonnes et les mauvaises. Et les mauvaises, entre guillemets, étaient légèrement badigeonnées. D'ailleurs, badigeon qui a été repris complètement en général quand Napoléon est venu en 1805, quand le département a été créé. Donc on avait repeint en catastrophe. Et c'est pour ça qu'on retrouvait des choses qui étaient assez désagréables. Et c'est pour ça qu'il y avait déjà des propriétaires qui avaient enlevé les enduits et que j'ai pu voir tout ça. Alors ça a été réalisé par un de mes confrères ensuite, parce que j'ai quitté le département. Voilà, donc c'est ce que ça donne. Architecture très, très dessinée. Alors briques et pierre, là, on est en plein. Alors entre Montauban et Toulouse, il y a ce genre de château où on retrouve exactement la même chose. Ici, le petit trait d'enduit qui vient masquer la différence et l'accrochage des briques. Là, c'est en contradiction, c'est les joints sont blancs et puis les briques sont briques. Et quand j'ai étudié ce bâtiment, je me suis rendu compte que, en fait, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'il y a des briques. Ensuite, on met un badigeon qui peut être divers avec de la chaux et des briques pilées, de l'huile de lin, etc., ici, avec des joints qui sont creusés. On passe ce badigeon, et une fois qu'on a passé ce badigeon, on vient refaire des joints tirés au fer. Donc on a une qualité de dessin parfaite, ce qui fait qu'on a des briques qui sont parfaitement régulières, etc., etc. Alors le Capitole, j'ai un raisonnement un peu différent de celui qui a été, vous avez été montré tout à l'heure, on en a parlé avec l'intervenante. On sait que l'architecte Camas a dessiné un bâtiment qui était fait pour être peint en blanc, totalement. Qu'en cours de construction, il y a eu des discussions pour savoir si on faisait des choses plus ou moins différentes ici, mais ça a été fait totalement en blanc. D'ailleurs, il y a une photo de 1839 ou 40, une des premières photos prises du donjon des Jacobins, où on voit la façade qui est là encore toute blanche, avec les colonnes en briques, en marbre rose qui ressortent. Un dessin qui est très très proche de ce qui se faisait dans le nord de la France. Vous avez toute la place. Alors, dans la photo avant, la place n'était pas encore faite. Là, la place est faite et toutes les maisons sont blanches, bien entendu. Voilà. Et ce n'est qu'à partir de la fin du 19e siècle qu'on a commencé à sortir le blanc et à faire de la brique plus régulière, et ça a été restauré plusieurs fois. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc, voilà, vous les avez vues tout à l'heure, ces briques, qui sont... Alors, c'est des briques qu'on traitait avec de l'huile de lin, éventuellement de la chaux, de la brique pilée, et qu'on traitait, comme disaient les vieux compagnons, qu'on traitait à glace. Hein, ils appelaient ça du chaffre, c'est-à-dire qu'ils frottaient. Et c'était des petites mains, c'était des mômes qui passaient leur temps à frotter. Voilà. Et une fois qu'on avait un mur très, très plan, on venait refaire, ce que vous avez dit, vous l'avez dit tout à l'heure, des joints très réguliers. Voilà. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, moi j'ai à refaire quelques travaux parce que, alors voilà, la place toute blanche, et la place maintenant telle qu'elle est. Alors j'ai des travaux à refaire parce que quelques briques qui foirent, quelques chapiteaux qui tombent, etc., des petits morceaux. Donc, à l'évidence, dans ce cas-là, je vais pas vouloir refaire comme la telle César, repeindre tout ça en blanc. Il y a toute l'histoire qui est passée, et donc on va conserver l'état actuel, bien sûr. Et puis, voilà. Et dernière chose, je finirai là-dessus, c'est le château de Launaguet, qui était un château qui a été refassadé, je dirais, dans les années 1870, 12, 15,
avec des briques compressées, c'était du brevet des Virbon, qui étaient des architectes ingénieurs, entrepreneurs, qui ont beaucoup travaillé. Donc vous avez vu tout à l'heure pas mal de briques, de décors. Hein, c'était eux qui le faisaient. Alors ce château tout près de leur usine leur servait aussi de carte de visite. Il y a 350 éléments, morceaux différents. Il se trouve que quand je suis arrivé, il y avait... pardon, alors là, tiens, il y a des choses qui manquent. Ah oui, ouais. Si, ça c'est pour montrer que à ce moment-là, les Anglais, il y a eu une lésion tout à l'heure aussi, avaient les mêmes procédés, les mêmes brevets, et qu'ils ont servi pour faire le Woolworth à New York. Et on retrouve un petit peu les mêmes choses. Donc ça vient de là. Voilà. Et donc il y avait une petite tourelle qui était en train de partir, avec des lambrequins qui étaient tombés. À l'analyse, tout ça s'était tenu par des bois, vous voyez, c'était quand même très, très, très léger. Alors on a été obligé de démonter, donc démontage très, très intéressant, assez facile, beaucoup de soins. On a tout récupéré, on en a cassé 2 ou 3 et elles ont pu être récupérées. Voilà. Donc c'était extérieur. Mais le gros problème, c'était les lambrequins. Lambrequin, comme vous savez, que la terre cuite, quand on cuit, ça diminue de 5, 6, 7%. Donc là, il n'y avait pas le choix, où on faisait de la résine, un moulage en résine, qui, au bout de quelques années, l'expérience que j'ai eue, ça devient tout vert, ou tout bleu, ou tout rouge. Mais bon, ça ne va pas. Et donc, on a, avec un sculpteur, fait un élément 6% plus grand, cuisson contre moule, etc. Et voilà ce que ça a donné. On a présenté l'élément et puis on a fini par restituer cette toile avec les patines, etc. Et dans le même temps, on en a parlé tout à l'heure, alors voilà ce que c'est que des briques 19e, fin 19e, très régulières, traitées à glace avec du Chaffre, dont je vais vous parler, avec des parements qui étaient parfaitement... on ne voyait plus les joints. Donc maintenant, avec le temps, ils réapparaissent. Un siècle, ça un siècle. Et dans ces parements, je termine sur cette photo, on peut arriver à graver le mur comme si c'était de la pierre. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci beaucoup et merci à Catherine Grindorge pour m'avoir inséré dans ce programme déjà chargé. Donc merci à l'école de Chaillot pour cette intervention et qui va permettre aujourd'hui de présenter une des activités de recherche du pôle Pierre qui s'attache à comprendre, à développer des programmes de recherche sur notamment en particulier les minéraux argileux. Donc là, je ne vais pas vous parler seulement de terre cuite ou de terre crue, mais plutôt d'un constituant qui va être commun donc, à ces matériaux et également à la pierre, comme on l'a dit ce matin, puisqu'en effet, la terre vient de la décomposition aussi de la roche-mère, donc de la pierre aussi. Donc on a forcément des similitudes qui se créent entre les deux, en termes d'altération bien sûr, mais notamment depuis le point de départ en termes de composition. Donc, pour revenir rapidement sur ces minéraux argileux, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous faire un cours sur les minéraux argileux, mais schématiquement et brièvement, ce sont des minéraux, bien sûr, qui sont en feuillet. Donc, on peut imaginer, pour certains d'entre eux, un empilement de plaquettes et de feuillets qui forment ces structures lamellaires, hydratées, très sensibles à l'eau. Évidemment, ça va être le point phare de leur propriété majeure, et en fonction, cette sensibilité à l'eau va se faire en fonction de leur structure chimique. Alors ici vous avez deux exemples qui sont très schématiques, mais aussi aux deux extrémités de ce qu'on peut retrouver sur un cortège argileux, donc des kaolinites qui vont être des argiles très peu gonflantes, qui vont avoir un schéma structurel le plus simple qu'on trouve dans la minéralogie de ces minéraux argileux, donc une succession de tétraèdres et d'octaèdres, et puis
puis à l'opposé des smectites. Donc dans ce terme smectite, il y a beaucoup d'autres argiles, évidemment, les montmorillonites, les bentonites, etc., qui sont ces argiles gonflantes qui ont des structures beaucoup plus complexes et qui vont être extrêmement plus sensibles à l'eau et qui vont donner notamment ces phénomènes de gonflement et de retrait que vous connaissez sûrement. Alors, pourquoi s'attacher aux minéraux argileux et plus parler que de la terre? Alors parce que ces minéraux argileux, on les retrouve dans le patrimoine et sous bien nombre de formes différentes, aussi bien sous des formes de ce qu'on appelle des morceaux d'art, en fait, et de sculptures, donc depuis le Magdalénien, ici dans la grotte du duc d'Adoubert, donc qui sont en argile, qui sont façonnés en argile, qui sont les premiers aussi supports de l'écriture, donc à travers les tablettes mésopotamiennes également qui sont conservées au musée du Louvre, au département des Antiquités orientales. Également des figurines en argile qui sont des figurines archéologiques, mais aussi tout un cortège, tout un pan de l'art contemporain, de l'art moderne et de l'art contemporain, où les sculpteurs comme Bourdelle ici, Carpeaux, Rodin ont fait des modèles en argile aussi et qui posent également des problèmes de conservation souvent dans les collections. Donc il y a aussi cette thématique-là. Il y a aussi évidemment les premières traces de sédentarisation, donc à travers les premières villes du néolithique qui sont donc évidemment, comme l'avait montré David Gandreau ce matin, évidemment en terre crue et en adobe en particulier, puis jusqu'aux architectures qu'on retrouve dans le patrimoine mondial aussi, comme ici la mosquée de Djenné, et puis une architecture contemporaine, puisqu'évidemment l'architecture de terre va poser aussi cette question de l'ancien, mais aussi du contemporain, et comment construire en terre de nos jours, et vous aurez sûrement d'autres présentations sur cet axe cet après-midi. Mais aussi, on les trouve également dans les décors peints sur terre, bien sûr, mais aussi décors peints sur pierre, et j'aurais dû le montrer, et les restaurateurs dans la salle vont m'en vouloir, parce qu'en effet, il y a beaucoup de problématiques sur les terres, sur les argiles, sur enduit terre, sur de la pierre dans nos édifices français également, et également l'utilisation de terre en pigments, donc sur des céramiques et sur des objets qui sont cuits, mais là où on applique un décor qui, lui, est cru. Et puis les argiles, et c'est aussi ici l'intérêt et notre apport, sont aussi source de désordre, dans la pierre notamment. Donc on verra que les argiles sont source de cohésion d'un côté et aussi une source d'altération d'un autre. Et ici dans la pierre, on a dans certains grès, dans des calcaires aussi, ici dans les grès de l'église de Bouzonville, on a une altération qu'on appelle une altération en plaque, une desquamation qui est assez rapide mais qui est très impressionnante, où là on a une perte de matière très importante qui peut être centimétrique de la pierre, justement due à ces phénomènes de gonflement, on va le reprendre après, des argiles, et qu'on retrouve également sur des granites. Donc c'est assez improbable comme ça, on se dit le granit c'est une pierre dure et durable, et ça en construisant en granit ça va durer pour toujours. Et bien on a les mêmes phénomènes de desquamation en plaques sur des monuments en granit justement, notamment en Bretagne, ici comme l'église de la Martyre en Bretagne, où on a ces phénomènes de desquamation également, qui sont dus vraisemblablement aussi à la présence de minéraux argileux. Donc vous voyez bien que l'ensemble, le point commun à toutes ces thématiques, à toutes ces problématiques et à tous ces éléments, qui soient objets archéologiques, objets de collection dans des musées ou architecture ancienne ou archéologique ou contemporaine, l'élément de cohésion, mais aussi source d'altération, ce sont les argiles. Et elles font le lien donc, du coup, entre de nombreux projets au laboratoire qui ont été définis en différents axes, qui sont des axes qui sont repris au laboratoire de manière générale, puisque le laboratoire a vocation à travailler d'abord sur mission, sur chantier, donc de prendre les problématiques du terrain et de les ramener à des problématiques, à développer des programmes de recherche pour répondre justement à ces problématiques de terrain et apporter des solutions au chantier en termes de caractérisation, bien sûr, en termes de définir des phénomènes d'altération et comprendre des phénomènes d'altération, en termes de solutions en conservation-restauration, et également un axe qui est développé aussi sur ce thème-là en termes d'innovation et d'innovation de matériaux nouveaux. Alors pour reprendre le premier axe sur la caractérisation, je vais passer très vite.
On a montré sur différents projets, et notamment sur une thèse qui a été soutenue maintenant il y a quelques temps, en 2012, d'Estelle Collat, qu'en effet, sur les grès, par exemple, de la cathédrale de Strasbourg, c'est la quantité d'argile dans ces grès qui va conditionner la pierre de remplacement et la sélection de la pierre de remplacement dans la restauration de la cathédrale de Strasbourg. Pour les tablettes mésopotamiennes, les tablettes cuneiformes, on arrive à faire un traçage via l'identification des minéraux argileux dans ces terres, de la provenance et la provenance et l'utilisation donc de la terre en fonction donc des sites d'exploitation, donc qu'elles soient de Babylone, Télo ou Larsa ou Suse. On a vu des comparaisons à peu près identiques de cortèges argileux, mais dans des proportions différentes, et ça permet aussi de faire ce qu'on appelle classiquement de l'archéométrie, c'est-à-dire revenir à des sources, revenir à des provenances et des systèmes de circulation également d'objets et de tablettes. Alors, je vais plutôt m'intéresser maintenant à des sujets qui sont un peu plus fondamentaux au laboratoire et qui sont autour de l'altération. Et pour venir aussi sur ce thème d'altération, donc qui va probablement ici se concentrer sur la pierre et sur les minéraux argileux présents dans la pierre, mais des choses similaires peuvent évidemment se transposer sur le matériau terre. On a, comme vous le savez sûrement, donc un gonflement, deux grands types de gonflements qui s'opèrent avec les argiles, les minéraux argileux, un gonflement osmotique et un gonflement intracristallin des argiles qui va induire une déformation du matériau, une déformation qui est à l'origine donc microscopique, voire nanoscopique, et qui va engendrer une déformation macroscopique du matériau. Et sur un mur en pierre, donc qui est schématisé, très schématisé ici, on a uniquement une surface d'échange, puisque évidemment tout le matériau est maçonné. Donc une seule surface d'échange qui va, avec l'environnement, qui elle va s'humecter et sécher, donc s'humidifier et sécher. C'est lors de cette application d'eau, donc humidification-séchage, qui peut être par de l'eau arrivant liquide sur la paroi, mais aussi uniquement un changement hygroscopique du milieu, c'est-à-dire une montée en humidité relative dans le milieu, c'est-à-dire un jour où il pleut, même si le bâtiment est protégé de l'eau. On a ces contraintes qui sont inverses lors de l'humidification et du séchage, donc des contraintes de dilatation qui vont être des contraintes de compression, et lors de la contraction, lors du séchage, donc des contraintes de traction. Et c'est ces contraintes, et ce n'est pas une seule fois évidemment, c'est la répétition de ces contraintes, c'est la répétition en cycle d'humidification et de séchage de ces contraintes qui va provoquer l'apparition de desquamations en plaques dans la pierre, que ce soit dans des grès ou dans des granites, comme je vous l'ai montré. Et donc, un sujet de thèse qui a été supporté par le laboratoire est terminé, si bien qu'on puisse terminer un sujet de recherche. Évidemment, il a embrayé sur d'autres problématiques. C'est quelle est l'influence, justement, de ces minéraux argileux dans ce phénomène de desquamation des pierres, de mieux comprendre un phénomène. Alors, pourquoi on cherche à mieux comprendre un phénomène d'altération? C'est évidemment pour mieux le ralentir, pour mieux le stopper ou pour mieux le traiter, évidemment, pas a posteriori. Donc, je vais vous montrer brièvement l'étude un petit peu qui a été faite, en tout cas la démarche qui a été faite. Et la démarche qui a été faite, c'est de regarder le chemin de fissuration, donc en propagation de fissures, donc qui est un système mécanique, donc de suivi mécanique des matériaux. Comment le matériau a réagi suite à des sollicitations ygriques. Donc ici, vous avez à une échelle macroscopique, donc c'est la pierre, une fissuration dans la pierre. Donc après une application d'une contrainte, on suit cette fissuration et on voit qu'avant sollicitation hydrique, donc la fissuration suit un chemin, ce qu'on appelle intergranulaire, donc qui suit le contour des grains. Une fois que cette pierre a été sollicitée à plusieurs cycles d'humidification-séchage, on voit que cette est resoumise à une sollicitation mécanique. On voit que cette fissuration a été largement modifiée, où là, on a une fissuration qui devient transgranulaire. On casse à l'intérieur des grains. De certains grains, on va voir, et on a des fissurations également secondaires qui vont se produire. Si on regarde ces mêmes profils de rupture en microscopie électronique à balayage, on voit qu'on a que ces chemins de fissuration vont suivre les minéraux argileux, qui sont évidemment des smectites plutôt,
mais il y a tout un cortège évidemment de minéraux argileux qui ont une certaine morphologie avant soumission de cycle hydrique et qui après soumission de cycle hydrique sont modifiés, sont transformés notamment texturalement, leur porosité change, leur morphologie change et leur agencement également change dans le matériau. Alors la conclusion qui a été apportée donc à ce travail de thèse, c'était que par justement l'apport de méthodes qui sont des méthodes de mécanique, et notamment de mécanique de la rupture, on est arrivé jusqu'à la modélisation de comportements sur une paroi en cours de humidification-séchage et à comprendre à quel moment justement les contraintes étaient les plus importantes, les contraintes développées étaient les plus importantes dans le matériau et que c'était les contraintes lors du séchage, donc qui se trouvent ici, qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus concentrées et qui vont correspondre à cette desquamation en plaques, à cette propagation de fissures, qui va augmenter aussi avec lié aux argiles, où les argiles vont augmenter cette propagation de fissures dans le temps et dans son cheminement, qui va être beaucoup plus long et avec des plaques beaucoup plus longues en fonction de la proportion d'argile dans le matériau et du type d'argile rencontré. Donc ce sujet étant jamais totalement clos, il a une transposition sur une collaboration en cours, collaboration franco-chinoise, avec le Shaanxi, dont on a parlé ce matin également, avec l'université de Xi'an et notre équivalent dans le Shaanxi, qui est l'Institut du patrimoine, qui est un grand laboratoire également et qui travaille sur ces mêmes problématiques, et notamment sur l'étude des phénomènes de desquamation de granit, justement ici sur ce site de Maoling, avec plusieurs sujets en effet. Un premier sujet qui va s'attacher à développer la même approche, c'est-à-dire une approche poromécanique et liée avec un suivi climatique sur site pour voir évidemment arriver aux mêmes conclusions et peut-être à la même modélisation qu'on a pu faire sur les pierres précédentes en France. Et puis également un sujet d'application propre, qui est là un sujet de thèse, donc qui se développe également, sur comment remplir a posteriori, c'est ça, un traitement de conservation, ces fissurations par des injections, par des coulis de comblement, par de la consolidation également sur ces pierres qui contiennent des argiles, mais qui sont des pierres très peu poreuses et très difficiles à imbiber en termes de consolidation ou à réparer. Donc notre action, elle est aussi et surtout en conservation. Et nous, on a un rôle assez fondamental pour aussi apporter des solutions en conservation-restauration. Et c'est ce qu'on doit s'attacher à faire aussi sur les chantiers. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs sujets qui répondent à ces questions, notamment ici, comme vous l'avez vu, que c'était ces phénomènes de dilatation, retrait des argiles qui induisaient un certain nombre d'altérations, notamment sur la pierre, sur la terre également. On a un gros sujet de terre, enfin un sujet d'ailleurs, et pas plus gros que les autres, sur comment inhiber ce phénomène de dilatation donc dans les minéraux argileux. Donc c'est un traitement, évidemment, c'est un traitement qui peut être sous plusieurs formes, qui peut être chimique, évidemment, mais également biologique. Et les deux formes sont étudiées et qui va chercher ici à compenser les déficits de charge dans les feuillets, dans l'interfoliaire, donc de manière à stabiliser chimiquement en fait, et structurellement les argiles et à ne plus avoir ce phénomène de sensibilité à l'eau, même à l'humidité relative, pour que ces argiles deviennent stables et limiter ce phénomène de gonflement et donc d'altération du matériau, qu'il soit pierre ou terre. Ici, l'application de ce sujet de thèse est valable pour les deux matériaux et l'étudiante étudie évidemment les applications dans les deux faciès. Alors, un autre type de traitement, et c'est important aussi de venir sur cet aspect, puisqu'il est différent de celui qu'on peut avoir sur l'architecture de terre aussi, et qui est aussi spécifique à une collection muséale, puisque là, on conserve dans un milieu contrôlé également des objets de grande valeur, qui sont des objets archéologiques dont on ne peut pas refaire, réenduire. On doit les stabiliser dans leur état actuel, dans un état de conservation qui est donné.
et qui doit être conservé avec certaines même paramètres à ne pas déroger, dont un non-changement de l'esthétique, par exemple, du matériau, et de pouvoir évidemment manipuler et continuer à étudier notamment ces tablettes cunéiformes qui sont conservées au Louvre. Donc il y a plusieurs projets sur ce sujet-là, 2 gros projets donc, qui ont été des post-docs sur ce sujet, et qui continuent, je vais vous le montrer, sur un sujet de thèse également, qui vise justement à consolider ces tablettes. Alors pourquoi consolider ces tablettes ? 3 minutes. Ça va être court. C'est dans une problématique de dessalement, justement, puisque ces tablettes enfouies, d'abord, ont été souvent naturellement faites avec une terre d'alluvion qui contenait notamment naturellement des sels, mais également ont été enfouies, donc riches en sel soluble, tout un cortège que je ne détaillerai pas, bien sûr, mais qui ont besoin d'un dessalement, parce qu'elles peuvent être très altérées et se trouver dans l'état qui se trouve à droite. Donc le but, c'est de dessaler. Une manière pour dessaler, il y a peu de moyens, il y a des moyens par compresse et par bain, et ces tablettes sont dessalées par bain, et avant d'être dessalées par bain, on se doute bien qu'il faut un minimum les consolider, sinon la tablette dans l'eau, dans un bain, on n'a plus de tablette et beaucoup moins de choses à conserver, c'est sûr. Donc le but n'étant pas celui-ci, on consolide, et ce traitement est affecté depuis une vingtaine d'années au musée du Louvre, par l'application de silicate d'éthyle, qui est largement utilisé dans le domaine de la pierre depuis une quarantaine d'années, et assez connu, et donc qui consiste par deux phénomènes de polymérisation, d'hydrolyse et de condensation pour obtenir une polymérisation du système, à former un gel de silice compatible avec le matériau qui va créer un lien dans le matériau et redonner une cohésion au matériau. Alors ce qu'on a réalisé, c'était donc le projet de recherche à regarder quels étaient l'influence de ce traitement sur les catégories d'argile, notamment sur les kaolinites et les smectites. Et on a vite vu que la qualité de l'argile, enfin sa nature, la nature chimique de l'argile avait une influence sur le traitement. On voit très vite à gauche que les kaolinites réagissent extrêmement bien au traitement. À droite, les ilites et les smectites se désagrègent immédiatement au contact du traitement par silicate d'éthyle. Alors je vais passer très vite. On montre notamment que c'est uniquement la kaolinite qui est consolidée, ici en flexion biaxiale. On voit uniquement que la kaolinite gagne en contrainte mécanique, alors que les autres ne fonctionnent pas du tout. Donc on a regardé l'influence de l'ajout de kaolinite dans un mélange de smectite, et donc progressivement on a ajouté une dose de kaolinite dans une smectite, pour voir si on arrivait à avoir un mélange de smectite qui fonctionnait au traitement. Ce qui est le cas à partir d'un certain pourcentage, et ce qui se vérifie aussi en microscopie électronique, où on a une pénétration du traitement qui ne se fait qu'à partir d'une certaine valeur, d'un certain pourcentage de kaolinite dans la momorhénite, donc ici de 25%. Évidemment, ça dépend des momorhénites, donc elles ne sont pas toutes égales entre elles, donc à chaque fois le pourcentage change, évidemment. Donc je vais passer rapidement sur ça. Je vais juste essayer de montrer un petit peu la réaction derrière qu'on a essayé de comprendre. Donc d'arriver à une échelle un peu plus fine et de comprendre ce qui se passe dans la polymérisation lui-même du silicate d'éthyle, donc qui va former ce gel de silice qu'on appelle une chaîne de polymères peu ramifiée pour que ça forme justement un gel uniforme, et qui va s'accrocher aux kaolinites ou aux smectites en fonction des liaisons qu'ils vont trouver sur la surface de ces minéraux argileux, et donc des ponts qui pourront être formés en contact de ces argiles. Alors du coup, je vais passer assez vite, mais donc ça va être des liaisons, ce qu'on appelle des liaisons fortes SiO-Si, ou des liaisons faibles SiOH, donc avec des hydroxyles. Et c'est ce qu'on a un peu donc regardé, essayé de quantifier, notamment par infrarouge, où on va aller quantifier la quantité de ces sites sur les argiles, donc la quantité de ces sites. Donc ici, on a ce qu'on appelle les sites de Bronsted ou de Lewis, donc qui sont des sites soit à liaison faible pour les Bronsted, à liaison forte pour les Lewis, on va imaginer comme ça, et qui sont beaucoup plus présentes, notamment sur la momorhénite que sur la kaolinite. Donc on pourrait se dire que ça devrait mieux marcher, en fait, sur une argile où il y a beaucoup plus de liaisons disponibles que sur une kaolinite, alors que ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, donc, c'est la suite des travaux, et la suite des travaux va consister justement à venir par chauffage
progressif, venir quantifier ces sites, notamment ces sites OH, et à les faire disparaître et à regarder si le traitement fonctionne mieux au fur et à mesure que ces sites OH disparaissent dans les sites argileux. Donc c'est une des pistes de recherche pour jouer justement sur le système de catalyse et comparer deux systèmes qui sont différents à la base, qui vont réagir différemment. Le silicate d'éthyle, comme je vous l'ai dit, va être une catalyse acide, donc formant ce gel, alors que d'autres produits, comme le silicate de lithium, fonctionnent sur des catalyses basiques et vont précipiter et former une autre forme de dépôt, qui peut être intéressant aussi, puisque lui va se lier sur des liaisons OH. Donc lui va chercher les liaisons faibles, justement, donc il pourrait être un traitement dans certains cas quand on a beaucoup de smectite également. Alors je ne parle pas évidemment de traiter des silicates de lithium sur des architectures, il n'en est pas question. Il s'agit de traiter des petites surfaces sur des objets qui en ont besoin, ou des comblements, donc puisqu'on va arriver à précipiter justement dans des porosités qui sont plus importantes. Et je tiens quand même à faire ce point qui est très important, qui est la suite de tout ça et qui rejoint ce qu'on a dit aussi ce matin sur les biopolymères, et qui est la suite d'un travail qu'on a fait avec Crater, donc, qui était le projet Pater+, et qui a abouti à une publication que vous pouvez trouver sur le site de Crater et sur le site du LRMH, donc Argile et biopolymères, qui fait un inventaire de l'ensemble des recettes qui peuvent être utilisées, alors qu'il n'est pas exhaustif en effet, dans le monde sur la stabilisation à la Terre, et qui également ouvre une partie sur comment évaluer ces surfaces qui sont stabilisées en Terre. Et les projets qui sont en cours, justement, aussi, sur des thèses en cours et futures qui visent à stabiliser justement ces terres, notamment des terres d'excavation du Grand Paris, mais pas seulement, puisque le but est de s'ouvrir et de trouver des solutions pour n'importe quelle terre excavée, bien sûr. C'est d'utiliser certains biopolymères, notamment des celluloses et des amidons, pour donner une nouvelle formulation, une nouvelle structure à la Terre et pouvoir mécaniquement augmenter ses capacités mécaniques et sa durabilité également, notamment aussi face à l'eau. Donc différents biopolymères sont étudiés, mais un focus est fait sur les amidons et les celluloses. Voilà, dans ce projet, on va de l'échelle nanoscopique, c'est-à-dire qu'on va de la modélisation d'un comportement argileux, parce qu'on l'a bien vu, on ne peut pas comprendre un système sans aller bien loin dans la compréhension des systèmes argileux et de regarder comment un polymère va s'accrocher, qu'il soit biopolymère ou polymère de synthèse, comment il va s'accrocher sur les systèmes argileux. Donc on est obligé de passer par cette phase-là pour aussi pouvoir améliorer le matériau, le reformuler et arriver jusqu'à l'établissement d'un prototype qui sera établi dans Sun City, donc qui est à l'ISTAR, qui est une chambre climatique à grandeur nature, et où là sera reproduit des phénomènes cycliques donc d'intempéries, bien sûr, pour évaluer la durabilité des nouveaux matériaux mis en œuvre et également la possibilité de les utiliser en réparation. Voilà, tout ceci se fait avec beaucoup de partenaires, évidemment, des ingénieurs, des écoles d'architecture, également des industriels qui participent à tous ces projets. Merci. Bonjour. Alors d'abord, on va essayer de prendre notre temps. Et pour cela, je me doutais, je suis participé une fois dans l'auditoire à une de ces réunions qui était très intéressante, et donc j'ai essayé de concentrer le nombre de choses pour éviter justement de trop déborder, parce que plus la journée passe, plus on est contraint, j'ai bien compris. Donc en effet, on m'a demandé de travailler de façon un peu plus pragmatique, j'allais dire, sur des possibilités de chantier pour arriver à mettre des exemples concrets en lien avec tout ce qui a été évoqué dans la journée. On ne s'est pas concerté, et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que les exemples qui défilent au fur et à mesure de la journée sont des exemples qui sont complémentaires entre eux et qui vont nous permettre un peu de justement aborder des sensibilités qui peuvent peut-être varier en fonction des expériences que l'on peut avoir. En effet, la brique, qui est essentiellement, on pourrait le croire, un élément porteur, un élément de matériau de construction qui peut être rudimentaire, mais qui au final, et je pense que les exemples le montreront, est en lien étroit, pour ne pas dire en fusion, avec l'esthétique, notamment dans le Midi toulousain.
Et donc pour cela, on va développer 3 exemples. Un hôtel particulier à Cahors, qui se situe à une petite centaine de kilomètres de Toulouse au nord, et 2 bâtiments à Toulouse, place Saint-Pierre, qui est donc quelque chose que vous avez déjà partiellement vu ce matin, puisque c'est les façades qui ont été faites par l'architecte Saget à la fin du XVIIIe siècle, et avec une question justement de problématique de comment intégrer un bâtiment aujourd'hui dans une façade déjà dessinée à l'échelle des quais de Toulouse, et la restauration de la cour d'appel de Toulouse, où la brique se doit être parfaite pour l'expression architecturale choisie par son mandataire. Et quelques exemples d'outils utilisés pour faire ce type de travaux. Les 3 exemples, donc à main gauche, l'hôtel à Cahors, la place Saint-Pierre pour l'hôtel, pour les façades de Saget et la cour d'appel. La brique dans son usage à la fois extérieur et intérieur. Pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, on est tombé lors de ces travaux sur une particularité, à savoir qu'on a à la fois un exemple d'utilisation de la brique en paroi sur rue, mais aussi et essentiellement en façade intérieure, ce qui est assez rare, puisqu'on le verra ultérieurement. On a retrouvé la plus grande surface de décor civil dans un seul et même ensemble sur la ville de Cahors, qui est pourtant une ville qui fait l'objet de restaurations importantes depuis une trentaine d'années et l'objet de beaucoup de publications. On se retrouve ici, et donc ça va être le déroulement des 3 exemples, avec à chaque fois des états des lieux et de vous montrer des phases de travaux et des phases terminées. Avec donc un bâtiment enduit, sûrement au XIXe siècle, puisque comme on le verra, c'est les derniers travaux qui datent de cette époque-là, afin de recouvrir la globalité des différentes tranches et des différentes campagnes des différents mandataires et propriétaires de cet immeuble, puisque c'est la grosse difficulté dans le Midi toulousain, à savoir que la brique est un matériau qui est facile à travailler, et donc on fait évoluer facilement les façades. On a envie de suivre la mode, et on passe très facilement de l'époque romane à l'époque gothique, de l'époque gothique à l'époque Renaissance, pour terminer à faire des fenêtres quasiment rectangulaires, datant du XIXe siècle, afin de pouvoir se simplifier les types d'ouverture et de fermeture par des menuiseries qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Quelque chose à préciser, il me semble, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, que la brique n'est pas faite pour être apparente. La plupart des bâtiments que j'ai eu la chance de restaurer me donnent à penser qu'en effet, il y a un lien étroit entre la brique et le joint. On peut le voir sur cet exemple-là, à savoir qu'il y a presque plus de joints que de briques, mais pour autant, il y a toujours un épiderme qui permet de venir recouvrir, protéger l'ensemble des façades. Et on se retrouve avec différentes entités. Il était parlé tout à l'heure de peinture, je préciserai peut-être un peu la chose, où en effet, il peut y avoir un enduit, il peut y avoir un badigeon, il peut y avoir aussi une eau forte. Une eau forte étant une sorte de badigeon, mais beaucoup plus fin, qui permet en fait de conserver une visibilité, une sensibilité de la façade, mais pour autant de venir mettre un film protecteur sur la globalité de ces parements, et donc de permettre d'avoir un meilleur entretien sur le long terme. Un détail qui est assez intéressant, volontairement ce sont des détails au départ, pourquoi? Parce qu'en fait on est sur le pied droit d'une baie géminée romane. On se rend compte ici qu'on a un remplissage ultérieur, mais pour autant des épaisseurs de briques qui peuvent être très variées. Et ça reprend un peu ce que expliquait Bernard tout à l'heure, avec une brique ici qui fait 7 à 8 cm d'épaisseur, qui sont les premières briques utilisées justement dans le Midi toulousain à l'époque romane, où on a des briques qui sont plutôt épaisses et qui au fil du temps vont finir par s'affiner, puisqu'aujourd'hui elles font 4,5 cm d'épaisseur environ. Je ne sais pas si on le voit bien au niveau de la présentation, mais ce sont des briques qui sont taillées après cuisson. C'est-à-dire qu'il y avait des moules rectangulaires, et pour les éléments de modénature, à savoir ici un chanfrein à 45 degrés, celui-ci a été layé avec des outils mécaniques. Différents éléments de détail. Pourquoi? Parce que ce qui va être intéressant de se rendre compte, c'est la brique étant tellement facile à utiliser, elle est facile aussi pour pouvoir servir de matériau de construction et d'utilisation. On est sur des latrines qui sont situées au-dessus de la rue. Un échantillon durant le chantier où on se rend compte que ces briques sont des briques neuves, d'accord, mais pour autant, elles doivent se rapprocher le plus possible des briques qui sont anciennes que l'on a ici. Et malheureusement, une fois l'enduit piqué, on n'a pas réussi à pouvoir trouver
sous une corniche, sous une toiture, parce que le bâtiment avait été trop modifié. De type de joint réalisé entre les briques a donc été choisi la réalisation d'un joint qui s'approchait de celui que l'on a retrouvé à l'intérieur de l'édifice, mais pour autant qui était gratté parce qu'il n'avait pas besoin d'être aussi noble. Les façades après restauration, le choix de faire un enduit lissé sur une partie qui a été tellement éventrée, tellement modifiée qu'il n'était pas possible et pas imaginable de pouvoir faire réapparaître, on va dire, un état, pas originel, mais en tout cas un état antérieur qui pouvait être qualitatif, comme on peut le voir ici sur cette partie. C'est un choix qui a été discuté avec les services du patrimoine de la ville, puisqu'on se retrouve avec ce que j'évoquais, des empochements qui permettent de servir à tenir des poutres, ainsi que des contrefiches qui servent en console pour pouvoir supporter cet ouvrage en bois. Il y a énormément d'ouvrages en bois de façon assez surprenante dans le Midi toulousain qui viennent en porte-à-faux ou en console sur le domaine public, avec en fait une porte qui rendait accessible cet élément, et nous avons une première niche à latrine et une deuxième niche à latrine qui permettait un usage efficace et que l'on retrouve également ici sur cette photo. L'intérieur. Un état des lieux du premier étage, lors de différents relevés et des différents diagnostics qu'on a pu faire sur cet édifice, et où on se rend compte d'éléments de modénature divers et variés, des cloisons en colombage et en pisé, une cheminée sans aucun intérêt, excusez-moi le terme, datant du XVIIIe ou du XIXe siècle, mais franchement sans aucune réflexion architecturale. Pour arriver à faire quelques sondages, il faut savoir que c'était quelque chose qui doit être transformé en logement. Et donc, les sondages intérieurs n'avaient pas été possibles avant de démarrer les travaux. Et donc, il y avait des aménagements avec des cloisons prévues qui venaient s'adosser au mur. Et lors des premiers piquages, est apparu sous les placots, puisqu'on voit ici des points de colle du placo, du plâtre datant du XXe siècle, ainsi que des enduits datant du XIXe, pour faire apparaître, en fait, sur ces différentes photos, des décors datant de la fin du XIIIe siècle. La tour d'escalier qui était adossée au bâtiment originel, lors des différents sondages, nous a fait ressortir aussi quelque chose d'assez intéressant. On se rend compte déjà, de façon assez surprenante, que les joints sont quasiment beurrés, affleurant avec la brique, et que la brique et le joint forment un tout, mais que pour autant, à une certaine époque, est venu être rajouté un enduit pour dessiner un faux décor de pierre qui est médiéval, fin XIIIe ou début XIVe, puisque la tour XVIe est venue préserver ce reste de décor. D'autres photos montrant très clairement cette volonté de beurrer la globalité des briques et que le joint est beaucoup plus gros que la brique. La brique et le joint forment vraiment un tout. On commence à voir apparaître des restes de décor assez intéressants qui sont très répandus justement à Cahors, où, et c'est ce que j'évoquais en fait dans mon titre, à la fois la brique, à la fois le joint et à la fois le support final, à savoir la peinture qui se rajoute par-dessus, forme un tout. Il n'y a pas du tout volonté de faire disparaître la brique. La brique participe à la beauté du décor qu'il peut être mis en place, et on le voit par transparence. La brique et le joint forment une légère ondulation, une légère déformation, et celle-ci participe au décor dans sa globalité avec un décor de fausse pierre dans lequel sont dessinés et peints des fleurs. Une problématique complémentaire, puisque donc ce décor que l'on a tout autour de cette niche de lumière est un décor de la fin du XIIIe siècle, et que pour suivre la mode, dès la fin du XIIIe, début XIVe, est rajouté un autre décor, mais qui pour le coup, lui, a été fait sur un enduit. Des essais de restauration de ces murs, façades, décors, états de finition, qui sont assez complexes, avec des choses qui ont été difficiles à choisir, a été décidé de conserver l'état d'usure en place tout en restaurant, en essayant de mettre en valeur la globalité de ces éléments. On peut se rendre compte ici que c'est tout simplement le décor d'usure par frottement de l'usage de la salle et un échantillon après restauration de l'état général des peintures qui pouvaient être mises en place sur cette façade, sur mur de refend, et on se rend bien compte que la brique est lisible partout et que c'est seulement différentes couches fantomatiques qui viennent en fait recouvrir la globalité de la brique.
2 axonométries qui permettent de comprendre le fonctionnement, où je vous ai montré donc tout à l'heure cette façade depuis l'extérieur et un état 13e de la globalité de l'édifice, et avec cet ensemble de décors qui se situe à l'intérieur de cette pièce où nous avions des anciennes baies géminées et un fonctionnement assez classique pour le Midi toulousain, où on a un accès par un escalier extérieur qui permet d'accéder à la aula, enfin à la pièce principale de la demeure. Et voilà, une fois les travaux réalisés, puisque tout a pu être décrouté avant restauration, pour se rendre compte un peu de la difficulté du choix de restauration sur les édifices en briques, puisqu'on se retrouve avec un état d'élabrement et de modification très avancé qui rend très complexe le choix de restauration et la limite jusqu'où il faut pouvoir aller. Quelques photos après restauration, avec une extrapolation de ce qu'évoquait Bernard, qui est retranscrit dans le décor au début du XIVe siècle, et un état volontaire traité, j'allais dire, un peu à l'italienne, où le décor du XIIIe est préservé, l'ancienne porte qui permettait d'accéder à l'extérieur aussi, et ce qui a été détruit au XVIe siècle pour être modifié et simplement recouvert d'un enduit. On a retrouvé aussi, une petite parenthèse, par hasard, en faisant des sondages dans le sol, un demi-mètre carré de tomates en place formant ce décor qui a du coup été restauré dans sa globalité. 3 photos pour finir ces éléments. Donc la façade bien traitée comme on en a parlé. Dans les aménagements intérieurs, tout ce qui était éléments de décor intéressants ont été préservés, donc avec les 2 niches de lumière ainsi que les joints du XIIIe siècle que l'on n'a pas touché volontairement afin de pouvoir les laisser pérenniser pour les 700 ans prochains, puisqu'ils ont réussi à subvenir à 700 ans d'histoire. Et la difficulté d'intervenir en tant qu'architecte et architecte du patrimoine dans un monument qui n'est pas protégé, parce qu'il n'est ni inscrit ni classé, mais pour autant on s'est donné des contraintes. Et donc de ce qui devait être un appartement de 2 pièces s'est transformé en loft avec un aménagement en partie centrale de la globalité des éléments techniques, à savoir cuisine, douche et toilette, afin de pouvoir conserver les sols, les planchers et les murs. Deuxième sujet, la place Saint-Pierre à Toulouse. Donc c'est un endroit emblématique de la ville, on va dire à l'instar de Bordeaux, même si les arbres cachent énormément ces façades. Il faut savoir qu'il y a un ordonnancement comme ça qui est très très important tout le long de la Garonne, mais que finalement Saget n'a fait qu'un dessin et n'a pas réussi à aller au bout de son projet, et que même au bout de 250 ans, finalement l'ordonnancement est assez hétérogène sur la globalité de la ville. Un état des lieux. Donc, lors de la prise du dossier, nous étions donc sur un rez-de-chaussée avec un démarrage d'entresol. Et tout l'objectif a été justement de faire une analyse de quels éléments étaient importants, les discussions qu'on a pu avoir avec l'architecte des bâtiments de France, pour arriver à savoir comment on pouvait intervenir et finalement réussir à discuter. Nous voulions faire un projet que l'on va évoquer de contemporain ou de moderne. Après discussion, les choses étaient un peu trop complexes et il nous a été, après une autorisation verbale, il nous a été fait marche arrière pour nous interdire de faire une interprétation du volume et de plutôt venir compléter l'architecture de Saget. Cela posait des questions complexes techniques, puisque avec toutes les normes actuelles, les bureaux de contrôle que nous pouvons avoir, il nous a été interdit de se poser sur les façades existantes en considérant qu'elles n'étaient pas faites pour. Nous avons une corniche qui déborde de plus de 1,50 m par rapport à la façade, et donc il fallait pouvoir contrebalancer la globalité de ces éléments. Donc des éléments de mode et nature qui reprennent justement tous mes confrères qui sont passés auparavant, et qui se rendent bien compte justement des éléments qui sont intéressants. Un arrachement de façade qui montre bien que c'était en attente pour pouvoir continuer. Les éléments d'ordonnancement sur la globalité de la place Saint-Pierre ont déjà été programmés depuis l'origine, ce qui fait que sur notre parcelle, on a déjà des éléments de monnaie nature, avec un pied droit taillé pour une baie, un début de corniche, et même le début des élévations du premier niveau. Donc toute la difficulté était d'arriver à comprendre et de jumeler à la fois du coup une construction qui allait se faire en structure porteuse en béton et venir agrafer devant une façade en briques, avec des éléments de monnaie nature qui étaient très importants, puisqu'on est ici en effet sur des briques moulées
formant à la fois façade et à la fois retour de tableau, et qu'on en est venu à finir par faire une façade mixte avec 3 entités, de la brique classique actuelle, là où on devait recevoir de l'enduit, de la brique traditionnelle semi-porteuse en achetant de la brique faite même, comme on peut en trouver dans le Midi toulousain, ainsi que de la brique porteuse pour tout ce qui était encadrement de baies. Ça nous a amené à faire des relevés précis, puisqu'il y a des ressauts à la fois horizontaux et à la fois verticaux pour arriver à travailler et à arriver à bien implanter et à respecter tous les éléments de monde et nature qu'il peut y avoir sur cette place. Un lavis de la façade originelle de Saget. Et après, donc, différentes phases au moment du chantier. On se rend compte de tous les éléments de ressaut qui sont donnés à voir et qui sont très importants justement dans l'architecture toulousaine, puisque l'ombre et la lumière participent de façon très importante à cette architecture. On peut se rendre compte ici d'une vue de dessus, du détail réalisé au niveau justement de l'encadrement des baies et qui sont travaillés de façon moulée pour arriver à vraiment avoir des joints creux qui seront justement et qui remplacent des fois ces cadres enduits, comme c'était vu sur la place nationale, par un jeu d'ombre qui apporteront du dynamisme et de la profondeur. On se rend compte d'éléments semi-porteurs, où on se retrouve avec donc des demi-modules de briques qui font 13 cm d'épaisseur, et de la brique en module classique, 42-28, 4,5 de hauteur, pour tout ce qui est éléments principaux architectural, donc essentiellement tout ce qui est baies et éléments de corniche. Un vrai défi, arriver à faire une corniche sans contrepoids intérieur, avec 1,50 m de porte-à-faux, et on a pris le choix d'utiliser une brique donc moulée main, qui est la brique d'Ampo à côté de Saint-Lys, qui est encore une briqueterie traditionnelle, mais de l'associer avec des boutisses qui étaient, semble-t-il, en pierre sur les bâtiments voisins et qu'on a choisi volontairement de faire en béton parce qu'on trouvait intéressant, puisqu'on est à 12 mètres au-dessus du sol, de pouvoir se permettre de jumeler des matériaux différents tout en respectant les éléments de mode et nature et de décor depuis le sol. De vue, avant-après, avec des discussions, puisque justement a été choisi finalement d'enduire la corniche avec l'architecte des bâtiments de France, ainsi que d'arriver à faire les enduits dans les grands cadres, alors qu'il n'existe pas encore dans les bâtiments voisins. Et on a pris la décision ensemble de dire faisons jusqu'au bout l'architecture souhaitée par Saget, aux autres de venir nous suivre plus tard. Troisième exemple, la cour d'appel de Toulouse. Donc c'est un bâtiment qui est situé partiellement sur le château Narbonnais des comtes de Toulouse, qui est donc un site majeur de la ville. Et cette partie-là a été reconstruite par 2 architectes, en partie en 1820-25, et puis modifiée, restaurée et agrandie en 1860. Et pour le coup, là, la brique se doit d'être parfaite, et vous le verrez dans les quelques éléments. L'idée étant de presque la faire disparaître. Ça complète à la fois ce qui a été dit sur la place du Capitole. Des exemples de photos lors de la prise de possession du dossier, où on se pose des questions de surencadrement plus rouge que par ailleurs, des difficultés, on le voit bien ici, où on se rend bien compte qu'il y a une césure verticale avec un type de construction et un type de traitement de joint côté droit et un autre côté gauche. Des états d'altération très importants sur les parties basses, avec des reprises de ciment souvent catastrophiques pour la brique. Respectons-la, traitons qu'à la chaux. On a cherché de façon importante de l'iconographie. Nous avons trouvé que quelques photos finalement, et on se rend bien compte qu'entre 2 photos dont malheureusement nous n'avions pas les dates, on se rend compte qu'il y a des traitements qui ont évolué, et donc à quelques dizaines d'années près, la mode évolue de façon importante. Puisque nous avons ici, on se rend bien compte, un fond qui est beaucoup plus clair que sur celle-ci. De façon rapide, toujours ce souhait justement d'une brique qui est imparfaite, et la mode du milieu du 19e veut qu'elle soit extraordinairement rectiligne, qu'elle soit bien dessinée, et que de loin, tout paraisse être très bien calpiné. Et donc, ces joints qui sont ici et qui ressortent sont les joints réels entre briques. Et les éléments de mode et nature sont allés chercher très loin sur les exemples qu'on a pu trouver sur le site, puisqu'ils sont venus recreuser
les joints verticaux pour les re-rejointer à base de chaux, pour après venir y appliquer un badigeon de chaux par-dessus pour les dessiner parfaitement. Des exemples de changement de briques. Un traitement de chaffrage, comme c'était évoqué tout à l'heure, où la brique disparaît presque au profit d'un enduit nanométrique qui vient recouvrir la quasi-globalité des briques pour que cela forme un tout, et comme c'était évoqué justement, qu'il y ait une sorte de ponçage généralisé qui puisse permettre d'avoir quelque chose de le plus lisse possible, pour pouvoir arriver à quelque chose d'extrêmement parfait et où on voit à peine par transparence les anciennes briques qui permettaient de travailler sur le support. Et c'est là où, justement, au milieu du XIXe siècle, il commence à y avoir une césure entre la brique constructive et le décor que l'on veut, qui finalement fait fi du support et de l'achat du matériau initial. Des volontés de transformer en fausse pierre les encadrements qui sont en cohérence avec le fait que tout l'encadrement des fenêtres était en briques, sauf les appuis de fenêtres qui étaient en pierre. 2 photos qui permettent de voir une fois terminé. Et quelques outils. C'est toujours intéressant de voir avec quoi les ouvriers travaillent. Une truelle langue de chat qui sert en fait à faire essentiellement les parties fines, à savoir les joints, et qui permettent donc justement de venir soit beurrer, mais vraiment d'aller chercher dans les petits interstices. La truelle à bâtir, qui sont les éléments courants pour pouvoir empiler des briques les unes sur les autres. Un fer à joint, même si je ne vous ai pas montré d'exemple, c'est pour réaliser un joint qui se veut être creusé, qui peut être l'opposé de ce qui a été montré par Bernard Voinchet tout à l'heure, puisqu'il y a ce double dialogue à Toulouse aussi, le fait de souhaiter marquer les joints en creux et pas en ronde de brosse. Une taloche pour pouvoir lisser la globalité des choses, une brosse à joint, et quelques éléments qui permettent de venir tailler la brique au gré des envies. Voilà.